Bonjour à toutes et bonjour à tous, excusez-nous pour ces quelques minutes de retard, c'est la rentrée, back to school, back to business aussi, ça va être le sujet de cette matinée consacrée au Drive to Store. Et n'hésitez pas à tous vous installer, notamment dans la partie centrale où il reste des places au milieu. Et je vais tout de suite donner la parole à nos deux hôtes de la matinée, Jérôme Lemaire de Vera Madia et Vadim Lichman de la commission pub de la LMA, un nouveau poste. Merci Jérôme. Du coup, effectivement, je vais faire la petite introduction, Jérôme, tu me permets. Donc merci à tous d'être venus, aussi nombreux d'ailleurs, sur ce sujet Drive to Store. Je crois que ça ramène des foules, donc c'est assez plaisant. Gros sujet évidemment de la commission publicité mobile. C'est sûr que c'est un des groupes de travail les plus avancés, en tout cas à date, les plus aboutis. Donc je vais d'ailleurs vous expliquer un petit peu ce qu'on fait au sein de la commission publicité mobile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le concept de la LMA, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît un petit peu. Il y a plusieurs commissions en fait à la LMA, dont la commission publicité mobile, et au sein de cette commission, c'était l'agenda d'ailleurs, pardon. Voilà, l'agenda rapidement, donc l'accueil, notre accueil. Le Drive to Store, il y a une keynote de notre partenaire Victory sur cette plénière, qui a donc l'égide. J'ai le plaisir de te lâcher le micro juste après. Je vais vous présenter effectivement les différents livrables et les différentes études qu'on a pu réaliser au sein du groupe de travail de Drive to Store au sein de la commission publicité mobile. Une nouvelle certification avec laquelle on avance avec d'autres interprofessions voilà, qu'on va venir présenter aussi rapidement. Et pour finir, une table ronde avec Smart Traffic, Orange, de mémoire Victory et j'ai oublié le dernier, Casino. Voilà. Alors, pour revenir à ce que je disais, donc, effectivement, sur la commission publicité mobile, donc en fait, on a imaginé 5 groupes de travail, concrètement, qui se met sur voilà, donc 5 verticales très précises. Premièrement, la complémentarité. Alors, c'est pas très explicite, je vais vous raconter un petit peu plus en détail. C'est un groupe de travail qui va porter sur la complémentarité du mobile avec les canaux traditionnels, comme évidemment la télé, le print, l'OH, la radio, l'affichage. Voilà, quelle est l'importance du mobile et quel est l'impact du mobile en complémentarité avec les canaux traditionnels et également avec le desktop, donc tout ce qui va être cross-device, donc c'est toute l'extension du mobile, c'est tous les usages mobiles qu'on a en parallèle de notre activité au quotidien. Ce groupe de travail est guidé par Dominique Blanc de SKTRED, qui est pas là. Ensuite, nous avons un groupe de travail sur la créativité, donc là c'est tous les formats, comment adapter les meilleurs formats sur le mobile, notamment via la publicité mobile. Donc on a Martin Clamart, qui est donc de Sublime, qui lead ce beau groupe de travail, qui a été donc beaucoup, ces deux complémentarité et créativité ont été ouverts là en début d'année. Le Drive to Store, ça rentre effectivement dans ce petit déjeuner ce matin, l'idée par Laurent Bonal. Et ensuite nous avons deux autres groupes de travail qui ont été créés il y a peu, qui est Performance Analytics et Audio Digital. Audio Digital, gros sujet du moment. Nous, pour le moment, nous n'avons pas encore de ligne de travail là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les groupes de travail? Parce que peut-être qu'effectivement, beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qu'on fait. L'idée, c'est évidemment de produire un délivrable avec une roadmap et différents livrables qui sont en cours de production. Un exemple que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est l'étude médiamétrie avec laquelle on entend pas cette chanson. Je parle très fort. Là, il y a plus de batterie. Je vais parler un peu plus fort du coup. Si tout le monde m'entend, donc l'idée, voilà, c'est d'avoir des différents livrables et notamment quelque chose qui a été imaginé dans le groupe de travail créativité, qui est assez chouette, qui est le coup de cœur pub du mois. On va essayer de mettre en place. Et l'idée, c'est que chaque mois, du coup, les partenaires médias vont nous envoyer leurs différentes créations publicitaires pour les best cases au sein du groupe de travail. On va élire du coup la meilleure publicité du mois. En partenariat, on essaie d'avoir un partenaire média type CB News ou autre pour publier ça. Et donc chaque mois, il y aura le coup de cœur pub mobile du mois. Voilà, c'est un exemple de livrable. Évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a des guides, des méthodos. L'idée, c'est qu'en fait, la MMA soit vraiment une référence et puisse vous apporter des réponses à vos questions. Dès que vous avez une question sur le mobile, que ce soit sur la créativité, sur
l'extension d'audience, sur la data, sur le drive to store, sur tout ça. L'idée, c'est qu'on soit la référence dessus et que vous puissiez trouver des réponses à vos questions. Voilà, alors prochaine date clé, alors j'ai dit que finalement on va reparler tout à la fin, mais bon, je spoil un petit peu au début. L'idée, c'est que voilà, donc, il y a une table ronde, un atelier qui se fera à la Paris Retail Week sur la partie Drive to Store, avec Coupel, Figou et Casino, décidément. Je suis désolé. Donc voilà, une table ronde. Ah ouais. Voilà, donc il y aura une table ronde le 24 septembre, donc je vous invite à aller à Porte de Versailles de 11h30 à 12h30. Je crois que c'est dans une salle annexe, c'est pas une grande keynote, mais c'est dans une salle annexe. Ensuite, nous avons donc effectivement des commissions qui regroupent. Donc, en fait, en étant membre, vous avez accès évidemment à toutes les commissions, vous êtes bienvenus évidemment. L'idée, c'est de voir quels sont les prochains livrables, d'avoir des groupes de réflexion sur différents sujets. Et donc, évidemment, tous les membres sont bienvenus à participer. Vous pouvez participer à toutes les commissions. Je parle évidemment de la publicité mobile, c'est comme ça. Il y a des commissions aussi commerce, etc. Donc, le prochain, c'est le 26 septembre et ça se passe ici. Parce que c'est vrai que Verizon a la chance d'avoir des beaux locaux, donc on a la chance de pouvoir en profiter aussi. Et ensuite, il y a des petits déjeuners, il y a plusieurs petits déjeuners. Donc le prochain sera le 4 octobre sur la fraude et le user acquisition par Aspire. Et ensuite, le 5 décembre, il ne faut pas oublier le Mobile Marketing Forum, qui est donc l'événement de la MMA, le plus gros événement de la MMA. Certains qui c'est présent. Et dans lequel, évidemment, vous avez la possibilité de participer ou même d'être sponsor. Plusieurs différentes formes. Ça, je laisserai, si ça vous intéresse, je vous laisserai revenir vers moi ou revenir vers l'équipe pour en savoir plus. Et je crois que c'est tout pour moi. J'ai essayé de tenir en 5 minutes. Et Gilles, je te laisse la parole sur ton sujet favori. Bonjour tout le monde. Fantastique. Je me présente, je suis Egimed de la société Vectory. Et aujourd'hui, on va vous parler des bonnes pratiques de la mesure Drive to Store, qui est fondamentalement une mesure business. Je vais me permettre quelques petits mots d'introduction pour vous présenter Vectory, pour ceux qui ne le connaissent pas. À mon avis, vous connaissez tous, donc ça fait de la répétition, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, Vectory, on est un des leaders du Drive to Store en France. On s'inscrit pleinement dans un secteur qu'on appelle la Retail Tech. Pourquoi on s'inscrit dans un secteur de la Retail Tech? Parce qu'aujourd'hui, le monde du retail est en pleine révolution. On est dans une vraie jungle d'acteurs où il y a une mutation qui est en train de s'opérer. Comment elle s'opère? Il y a des nouveaux concurrents aujourd'hui. Un, les e-commerçants, qui bénéficient d'outils qui permettent de mesurer l'ensemble de leurs actions marketing. Aussi d'autres plateformes, les GAFA, qui arrivent avec cet appétit grandissant de pouvoir s'introduire sur ce marché. De nouveaux compétiteurs. Et le marché de retail, ça représente, comme vous savez, plus de 90% des transactions. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas forcément les outils pour monitorer, optimiser ce qu'ils font aujourd'hui. Ils le font par des études qui vont parfois être onéreuses, avec une vision finalement assez partielle des informations qu'ils vont pouvoir avoir. C'est pour ça que nous, quand Vectory a été créé, c'est créé sur une conviction, c'est que les informations du monde réel sont les marqueurs de notre comportement. Qu'est-ce que ça veut dire si on doit traduire dans notre business à nous? C'est qu'on considère la géolocalisation comme une révolution pour les commerçants physiques, comme l'a été à une époque les cookies pour les e-commerçants. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ces coordonnées de géolocalisation? On va libérer leur puissance pour aider justement les retailers et les industriels à prendre les meilleures décisions pour améliorer leurs actions marketing. Et ça se passe par mise à disposition d'une suite Retail Tech derrière. On va pouvoir justement leur fournir des insights qui sont immédiatement actionnables pour améliorer leur ROI. Comment ça se passe? Cette Retail Tech, c'est 3 piliers. La première, c'est une plateforme où vous allez pouvoir avoir des insights du monde physique à l'échelle de votre magasin. En étant toute modestie, c'est un peu le Google Analytics du point de monde physique. Deuxième point, une fois que j'ai des insights sur ce qui se passe, comment je fais pour activer? Aujourd'hui, on met aussi à disposition nos solutions médias pour cibler la bonne personne au bon endroit avec le bon message. Et la dernière, ce qui est la plus importante, c'est la mesure d'efficacité, mesurer et optimiser les activations médias que Vectory puisse opérer, ou même d'autres médias, en particulier offline. Donc c'est un petit peu tout le sujet de cette keynote ce matin. C'est que pour nous, la mesure d'efficacité du Drive to Store, c'est finalement l'essence même de chaque action marketing. Je pense qu'il y a certains annonceurs ou même les personnes d'agence ou les partenaires régie qui sont aujourd'hui. Quand on investit dans des actions marketing,
finalement, le dernier KPI qu'on veut mesurer, c'est l'incrément de chiffre d'affaires qu'on a pu faire. Dans le cadre du retail, un des éléments forts, c'est de générer du trafic incrémental. Parce que quand on génère du trafic supplémentaire dans un point de vente, il y a de plus grandes chances que ça transforme. Donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de savoir bien mesurer ces actions marketing. Chez Vectorix, c'est tellement important qu'on a mis en place une équipe de R&D pour travailler sur ce sujet-là. C'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est d'autant plus sérieux qu'on a l'habitude de dire que le diable se cache dans les détails. On va essayer de vous les montrer. Aujourd'hui, on s'accorde tous à dire que l'indicateur de référence sur le Drive to Store ou sur n'importe quelle action marketing sur le secteur du retail, c'est les visites incrémentales. Comment ça se calcule une visite incrémentale? On va regarder finalement le différentiel entre ma visite organique, c'est-à-dire des personnes qui seraient venues naturellement dans mon point de vente, et des personnes qui sont venues grâce à une exposition publicitaire. Ensuite, il est important de pouvoir contrôler tout ça. Donc j'ai mon audience que je vais cibler, mais je vais du coup avoir un groupe de contrôle et un groupe exposé. Mon groupe de contrôle, ce sont des personnes qui ne sont pas exposées à une publicité, et mon groupe exposé, je vais retrouver dedans les personnes qui sont d'une manière organique et les visiteurs incrémentaux. Si on se base sur une base de 100 individus, sur mon groupe de contrôle, j'ai 10% qui vont venir de manière organique, donc 10 en tout, et sur mon groupe exposé, je vais faire la distinction, je vais finalement avoir 15 personnes qui vont venir exposer grâce à la publicité. Je pourrais me dire du coup que mon résultat c'est 15 personnes. Non, en réalité, parce que dans mon groupe d'exposé, je vais aussi avoir des visiteurs organiques et des visiteurs qui viennent avec la publicité. Alors là, c'est le moment mathématique où notre équipe data scientist a bossé. Désolé, moi je suis plutôt littéraire, donc sur cette partie maths, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais en fait, on va calculer un taux de croissance, c'est ça en fait, un taux de visite incrémental. Et au final, mon taux de croissance, si je fais l'exercice ici, c'est de 50%. Pour ceux qui se rappellent de leur cours d'économie sociale, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Ce qui nous donne 50%. Et si je fais mon calcul spécifique pour voir le volumétrie, je vais avoir 5 visiteurs supplémentaires. Donc là, je pourrais me dire, très bien, la campagne a performé, j'ai 5 visiteurs incrémentaux qui sont arrivés. Mais comme je vous le disais, le diable se cache dans les détails. Et c'est hyper important d'être vigilant sur ce qui se passe quand on parle d'incrément de visite, de taux d'incrémental visite. C'est parce que derrière, il y a des biais. Je vais vous en citer déjà 3. 1, il va falloir que notre groupe de contrôle et notre groupe d'exposé soient significatifs. Qu'est-ce que c'est que la significativité? C'est pas évident à dire. Je vais vous donner un exemple, simplement. Si je tire à pile ou face avec une pièce, je fais 2 lancers, un pile, une face. Est-ce que je peux en déduire que j'ai 50% de chance d'avoir pile? Je crois pas. En revanche, si on a 3000 ou 3 millions de fois de lancers et qu'on trouve ces 50%, là on peut dire que c'est significatif. Ensuite, il faut faire une absence de biais. Quand j'ai un groupe de contrôle et un groupe d'exposé. Qu'est-ce que ça veut dire, une absence de biais? C'est, admettons, je veux faire une campagne média pour générer du trafic sur des magasins en Ile-de-France. Je ne vais pas prendre un groupe de contrôle qui est à Lyon. Parce que là, on va artificiellement augmenter mon taux de visite. J'expose sur Paris et je contrôle à Lyon. Forcément, personne ne va se déplacer à Lyon alors que ça se passe à Paris. Ou même, quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on est dans des taux de renouvellement de mobiles qui sont assez fréquents, tous les 18, tous les 24 mois, et finalement, on va se retrouver avec des mobiles fantômes. Eux aussi vont biaiser finalement ce groupe de contrôle. Donc c'est très important d'être impartial quand on crée ces groupes, justement pour éviter les biais. Et ensuite, c'est la représentativité de mon groupe de contrôle. Quand j'expose, il faut que je retrouve la même norme finalement dans mon groupe de contrôle. Si je cite des hommes, je ne dois pas retrouver que des femmes dans mon groupe de contrôle, sinon je biaise artificiellement aussi mes résultats derrière. Du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire, sur la base de cette méthodologie de groupe de contrôle et groupe d'exposé, c'est que quand on va cibler une audience, la première chose qu'on va faire, c'est que cette audience, on va la couper en deux. D'un côté, groupe de contrôle et groupe exposé. Et quand on le découpe en deux, on le fait totalement de manière aléatoire. Ce principe fondamental permet d'éviter tous les biais à ce moment-là. Ensuite, sur la base de ces groupes de contrôle, on va créer des panels représentatifs dans mon groupe de contrôle et dans mon groupe d'exposé lors de la diffusion. Nouveauté la plus importante, et c'est sur ce fondamental qu'on a travaillé, c'est qu'on va donner un indice de confiance, tout d'abord sur le fait d'être significatif sur mon panel de groupe de contrôle et sur mon panel exposé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça sera un nouveau KPI que vous pouvez monitorer, de se dire, aujourd'hui, sur mes résultats, j'ai 70% de taux de confiance sur le fait que mon panel soit significatif ou 90%. Et ensuite, sur cette base-là, on va pouvoir calculer finalement mes taux de visite avec cet indice de confiance.
Même travail qui est fait, nouvel indice de confiance sur la significativité de l'uplift, donc sur mon taux de visite incrémental qui sera appliqué. Ensuite, c'est très important, quand je mesure ça, de regarder ma période d'attribution, ma période d'observation. Nous, on va fournir différents types d'indices de confiance à différents moments. Selon vos besoins, selon vos demandes, on va pouvoir regarder ce qui se passe sur la période de diffusion avec un indice de confiance et une période d'observation qui pourrait être post-campagne également. Notamment, c'est quelque chose qui se connaît beaucoup chez les industriels et dans le monde du retail, c'est l'effet de rémanence des campagnes marketing. Et bien ça aussi, on l'observe sur les visites avec les autres annonceurs avec lesquels on travaille. On pourrait être sur des périodes d'attribution à J+7, J+14, J+21, et dans lequel on ajoutera à chaque fois un indice de confiance. Je vous donne un exemple tout simple. Dans le secteur de l'auto, si vous regardez juste la période d'attribution, quand vous voulez générer du trafic en concession, pendant la période de diffusion de campagne, vous allez quasiment avoir un uplift nul, voire négatif. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est dans un cycle de vente qui est beaucoup plus long, où ça nécessite finalement un temps de réflexion pour le mobilio qui a été exposé pour se rendre en concession, faire son test drive. Donc c'est très important aussi de ne pas forcément rester sur les standards d'attribution que vous avez, mais bien l'adapter à vos différents secteurs. Et si je peux me permettre de conclure très rapidement, aujourd'hui, finalement, grâce au digital, on arrive à monitorer tout ce qui se passe, à faire un lien entre mon investissement média, mon incrément de notoriété, de considération, comme je vous l'ai dit, trafic en magasin. Il y a un vrai sujet qu'on a tendance à oublier, comme je le disais en préambule, c'est aujourd'hui, comment je fais pour mesurer mes ventes? Comment je fais pour avoir un vrai ROI? Comment je sais, quand j'investis 1 euro en marketing, en particulier en médias, que ça me génère des ventes? Aujourd'hui, je me permets de faire un petit peu de teasing par rapport à la table ronde. On est ravis d'avoir fait un partenariat avec le groupe Casino, notamment avec la structure Maxit, justement pour pouvoir apporter cette valeur essentielle et fondamentale de mesure d'efficacité. C'est qu'on va pouvoir finalement maintenant mesurer l'incrément des ventes liées à des campagnes médias lorsqu'un industriel fait une campagne média avec nous dans les magasins Casino. Voilà. Merci à tous. Merci Gilles. C'est une super présentation. Alors pour prendre le relais, alors je vous parlais justement de 2 livrables qu'on a fait au sein de la démarche, dont une première étude qui était l'impact du mobile sur les achats des Français en magasin. Parce que voilà, en termes d'usage, on voulait en savoir un petit peu plus. C'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires qui nous permettent aujourd'hui d'adresser des personnes et de mesurer l'efficacité, comme on l'a vu avec Victory. L'idée, c'est de savoir voilà, ce que, au global, sur les Français, quel est l'impact du mobile sur les achats en compte. On a un premier livrable qui est sorti, qui est plus la rentrée des classes, le mobile et la rentrée des classes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu quelques articles dessus. L'idée, c'était effectivement de voir, c'était donc une étude B2C, pour le coup, qui s'adressait au grand public et qui voilà, montrait comment le mobile permettait de répondre au stress des parents lors de la rentrée des classes, car ça permet de faire ses courses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc ça, c'était une slide extrait de cette étude-là que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de la MA à date. Donc l'étude complète évidemment. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir, donc là c'est pour ça qu'on a retiré cette slide-là, il y a plein d'autres qui sont intéressantes évidemment, mais il y a 78% des Français qui possèdent un smartphone avant 18 ans, donc maintenant il y a un taux de pénétration qui est plus que majoritaire, qui est à 80% d'ailleurs. Il y a 80% des moins de 18 ans qui ont un smartphone, et c'est même plus de 37% pour les moins de 12 ans, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça qu'on peut retenir aussi de cette slide-là. C'est-à-dire que maintenant, les parents donnent un smartphone à leur enfant de plus en plus tôt, et donc il y a une adoption de plus en plus tôt voilà, en France sur le smartphone. Ça, c'est un teasing sur la seconde étude. Parce que, donc, en fait, l'étude est composée de 2 volets. Il y a un volet de B2C, grand public, sur la rentrée des classes, et un autre volet qui est B2B, pour le coup, qui va montrer l'efficacité des impacts de communication publicitaire et autres sur les Français avant un achat en point de vente. C'est un peu long comme titre, mais l'idée, c'est de montrer voilà, quel est vraiment le vrai impact de la publicité sur les Français via le mobile. Là, c'est une slide qu'on a pu extraire, parce qu'on a effectivement, on va l'annoncer à la Paris Retail Week, et on leur doit l'exclusivité. Donc, j'ai forcé pour montrer comme une slide aujourd'hui. L'idée, voilà, c'est de voir que, sans trop de surprise, beaucoup d'utilisateurs
de mobilos utilisent le smartphone, et notamment le digital, avant de se rendre en point de vente. Ce qui est assez logique, on utilise donc soit les moteurs de recherche, soit le site internet de l'enseigne. Alors là, c'est tout secteur confondu, évidemment, dans l'étude, il y aura le détail par secteur, parce qu'évidemment, ça biaise un petit peu l'effet. Forcément, quand on va au restaurant, on va regarder où est-ce qu'il est, puis les horaires d'ouverture, donc c'est forcément un gros réflexe. Pour d'autres secteurs d'activité, c'est un peu moins fort, mais du coup, effectivement, le mobile est aujourd'hui, de toute façon, le premier point de contact entre les consommateurs et la marque. Ça, c'est assez indéniable. Voilà, là, on a des chiffres qui montrent. L'étude sera évidemment beaucoup plus complète, et avec des chiffres qui parleront sans doute un peu plus. On a également le yearbook, donc il y a un livret qu'on fait une fois par an, comme on l'indique. L'idée, c'est voilà, de faire un récapitulatif de tous les livrables de l'année, dont là c'est sur la verticale Drive to Store, mais aussi sur l'acquisition. Il y a plein d'autres verticales, évidemment, toujours sur le mobile. Donc là, il va sortir courant octobre. C'est pour effectivement faire le récapitulatif des différentes technologies, des différentes solutions, des différentes approches du Drive to Store offertes par les différents partenaires. On a vu Vectory ce matin. Évidemment, d'autres formes se présentent aussi comme acteurs Drive to Store. L'idée, c'est d'expliquer un petit peu les différentes technologies, les différents acteurs, les différents usages, et voir, selon votre problématique spécifiquement, quel acteur. Donc, bon, rapidement, évidemment, les parcours qui sont désormais plus en plus complexes. Avant l'acte d'achat, soit digital, soit offline, il y a des points de contact. On va regarder les notations, les avis, on va se renseigner sur différents sites, on va aller sur le stuff, sur le mobile, on va comparer les prix, etc. Donc, avant l'achat, il se passe évidemment beaucoup de choses. Et ces informations sont en grande partie tirées du mobile, évidemment. On se renseigne énormément avec le mobile. Je pense qu'on l'a tous déjà fait en soirée ou dès qu'on a une question. Le premier réflexe, c'est d'ouvrir son smartphone pour trouver la réponse. Donc, le premier point de contact est souvent le smartphone. Au global, d'ailleurs, le digital a toute son importance dans l'achat, alors physique et digital. Et donc, on voit que, donc ça c'est une étude groupe M, donc là pour le coup c'est ma casquette groupe M, parce qu'on a un panel chez groupe M, je travaille chez groupe M, c'est pour ça que je dis groupe. Et donc on a réalisé une étude avec le panel sur l'importance et les différents parcours de consommation des Français. Donc, pareil, quels sont leurs parcours digitaux et physiques avant d'acheter, et en fait on remarque que tout dépend du secteur d'activité. Évidemment, l'électronique high-tech, beaucoup plus de digital que de physique. On va beaucoup se renseigner, on va évidemment regarder les avis des notes, notamment avec un acteur assez leader sur ce volet-là qui s'appelle Amazon quand même. Et par contre, sur les produits alimentaires, évidemment, il y a encore une majorité, notamment d'achats évidemment physiques, mais aussi de renseignements. On va moins se renseigner sur l'alimentaire, sur la partie digitale, même si les usages sont en croissance. De toute façon, vous aurez assez pour étudier plus profondément ce tableau. Alors, 80% aujourd'hui des Français sont équipés d'un smartphone. Ça, je pense qu'on est tous un petit peu au courant de ces stats-là, mais ça fait bien quand même de le rappeler. Évidemment, c'est encore une majorité sous Android en France, même si le parc Android est plus faible en France que dans certains autres pays. C'est à peu près 4 heures. Les Français passent en moyenne 4 heures par jour sur Internet. Donc 2h30 via leur smartphone. Donc c'est une majorité du temps qui est passé sur le smartphone. Et donc 70% des Français utilisent le mobile pour les actions d'achat consultatives. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est tout ce qui est notation, enseignement, call, etc. avant de se déplacer. Et donc le marché de la Drive to Store, pour revenir sur le Drive to Store, c'est un marché estimé à 55 milliards. Évidemment, c'est compliqué de catégoriser le Drive to Store, parce que qu'est-ce qui est Drive to Store? C'est une bonne question. Quand je fais une campagne télé, finalement, ça veut peut-être amener aussi du trafic dans le point de vente. C'est un peu aussi l'objectif. Donc, difficile de catégoriser vraiment les actions spécifiques de Drive to Store. Mais en tout cas, il y a une étude qui a été faite par SKSM et IHS Markets qui estime les dépenses Drive to Store dans le monde. Et dans le livrable du yearbook, on a le détail évidemment de cette étude-là. Voilà, c'était un petit teasing par rapport au yearbook. C'est aussi pour vous donner quelques infos et vous expliquer qu'on travaille donc, sur un document qui reprend tous les éléments du Drive to Store. Donc pareil, on va reprendre toutes les technologies, pourquoi, pour la mesure, quelle technologie pour la mesure, quelle technologie pour l'audience, quelle technologie pour le média,
quels acteurs, on a aussi tout le panorama des acteurs, etc. Et en étant membre de la MMA, du coup, vous avez évidemment accès à des documents qui vont sortir à courant en top. C'était la promo MMA. On avance aussi dans les livrables, il y a des petits déjeuners, il y a des guides, il y a des méthodos, il y a des yearbooks, il y a plein de choses. Et il y a aussi des partenariats, on va dire, avec d'autres personnes, dont le CSP. D'ailleurs, j'invite Olivier à rejoindre sur scène pour nous expliquer un petit peu justement cette nouvelle avancée de certification des solutions Drive2Store du marché. Merci David. Je suis associé au CESP en charge de l'international avec la data. Donc, je vais vous présenter très brièvement le CESP parce que tout le monde le connaît peut-être pas dans ce secteur. Le CESP, notre métier, c'est d'auditer tous les outils qui servent aux transactions publicitaires. Donc, on pense principalement aux mesures d'audience. Et c'est également tous les outils de la vérification avec les outils mesureurs, que ce soit pour la visibilité, la safety, le digital trust, et également la data. Donc la data, on y travaille depuis 2016, puisqu'il y a eu une demande des administrateurs du CESP, on est une association interprofessionnelle, donc on va trouver les agences, les annonceurs et les médias, pour s'intéresser à ces nouveaux modes de valorisation des espaces publicitaires. Et donc on a créé un groupe de réflexion avec notre comité scientifique, et la première demande, c'était de travailler sur les DMP. Donc on a mis en place un protocole d'audit des DMP et on a audité l'année dernière l'Alliance Gravity, et principalement la qualité des segments data. Et puis en début d'année, la demande s'est plus portée sur deux segments qui sont le Drive-to-Web et le Drive-to-Store. Donc on a construit également un protocole d'audit des solutions Drive-to-Store en allant de la détection, de l'implémentation de la campagne et puis également de calcul de l'impact de la campagne, qui est très bien Vectory. Et donc, on a déjà audité Capital Data, Retency est en cours, et Vectory souhaite mettre en place cette certification d'audit en fin d'année. Donc, la force des audits du CESP, c'est qu'à la demande du marché, on audite la théorie, le déploiement, et on effectue des tests. Donc, par exemple, sur le Drive-to-Store, que ce soit pour Retency ou pour Vectory, on ira en magasin voir si la détection fonctionne bien. Donc, on est très heureux de mettre en place ce partenariat avec la MMA, dont on a parlé cet été, et qui s'est finalement assez rapidement, avec deux labels qu'on a en tête. Une première certification sur la précision de la diffusion. Donc là, on va aller chercher si l'engagement de la part de la solution de bien détecter l'individu en magasin, également de bien cibler l'individu et bien respecter avec des critères de certification. Et puis le deuxième, plus sur les indicateurs, c'est-à-dire le nombre de visiteurs incrémentaux, l'uplift, donc de voir comment ils sont calculés et qualité des calculs pour également certifier cette mesure. Ce sera deux certifications. On lui souhaite le même succès Digital Trust. On a mené maintenant, il y a plus de 100 sites qui sont certifiés tous les ans. Donc pour les prochaines étapes qu'on va mener avec l'animal, tout d'abord c'est de créer le référentiel, qu'est-ce qu'on va contrôler et comment on va le contrôler. Et puis à partir du premier trimestre 2020, de demander aux solutions qui veulent être certifiées si veulent le mettre en place, soit sur l'une des certifications, soit sur les deux. Voilà. Merci Olivier. D'ailleurs, si vous avez des questions, s'il y a un Q&A à la fin par rapport à ça, évidemment, un grand plaisir pour répondre. Je pense qu'il a de beaux jours devant soi, ce label, parce que c'est une grosse demande, étant côté agence, de beaucoup de nos clients. Alors nous, côté agence, on essaie de faire des audits tant bien que mal, avec nos moyens, alors qui marchent bien, mais là, c'est vraiment beaucoup plus technique, beaucoup plus approfondi. Grâce au CESP, on a accès à vraiment un audit très sérieux et très approfondi. Je te laisse, Jérôme, je crois, sur la table ronde. Merci David. Effectivement, ce projet de certification, ça va vraiment structurer ce marché naissant qui, on le voit, pèse des dizaines de milliards d'euros dans le monde. Donc, une très bonne nouvelle initiée par la MMA et le CESP. Effectivement, il est temps de débattre dans une table ronde Drive to Store, Back to Business. Donc j'invite Jacques Sec, directeur outils digitaux enabler d'Orange, à me rejoindre, Alban Schlinger, directeur marketing au groupe Casino chez Maxit, à nous rejoindre, Emmanuel, cofondateur et directeur business development de Smart Traffic, et Samy Azouz, Head of Sales Direct
chez Vectory. Alors installez-vous tous, je vais vous demander juste de vous rapprocher d'un cran tous les deux, on va mettre Samy au bout, Emmanuel au milieu peut-être. Bonjour à tous les quatre, merci d'être parmi nous ce matin. Alors je crois qu'on a un petit problème de micro, donc je vais devoir vous faire tourner. Et on va prendre la parole les uns après les autres. Et on va commencer peut-être tout simplement par un premier tour de table pour se présenter en quelques mots, en quelques chiffres. Alors Emmanuel, on parlait de Smart Traffic, nouveau monde de la MMA. C'est quoi votre activité en quelques mots, en quelques chiffres? Alors Smart Traffic, on existe depuis 2012 et on accompagne environ 150 enseignes et marques sur l'ensemble de leur stratégie omnicanal. Dans une première partie sur des outils Web to Store pour envoyer les clients en point de vente, et sur la seconde partie, la partie Retail Intelligence, pour connaître le comportement de ces clients en point de vente et si effectivement ils viennent à partir d'une publicité ou pas, ce qu'on appelle l'attribution de notre côté. Très bien. À votre droite, Alban Steniger, directeur marketing chez Groupe Casino et Maxit. On peut présenter aussi votre activité en quelques mots, quelques chiffres. Bonjour à tous. Sur la partie marketing digital, on intervient de façon transverse sur toutes les enseignes du groupe Casino. Donc, pour rappel, Monoprix, Franprix, Leader Price, Hypermarché géant et Supermarché Casino. Et donc le périmètre, c'est vraiment le sujet du jour. Hein, c'est amener des clients dans nos magasins et ensuite tisser une relation one-to-one et quotidienne. Merci. À votre droite également Jacques Thiègue, directeur outils digitaux et enabler chez Orange. Orange qui a beaucoup de métiers, notamment celui de retailer. Compagnie fruitière aussi. Non, voilà, ma mission chez Orange, c'est en fait d'accompagner les métiers dans le choix et la mise en place de solutions digitales au service de clients. Essayer de trouver la valeur dans les nouvelles solutions digitales qui sont proposées, que ce soit au niveau du drive to store, que ce soit au niveau du comptage des passages de prix dans le magasin pour ce qui intéresse le retail, ou d'autres solutions qui peuvent être listing ou personnalisation. Et on peut rappeler le nombre de boutiques qu'a Orange aujourd'hui en France. Il y en a une à quelques dizaines de mètres. Petite boutique à côté. D'une autre compagnie fruitière. Fruitière, mais on est en face. Ouais. Voilà. Combien de boutiques en France? 600. D'accord. Donc il y a un vrai enjeu qui est évidemment de savoir attirer mesurer, générer le trafic en point de vente et suivre l'ensemble des campagnes qui sont faites, les différentes influences, les différents canaux qu'on peut avoir autour du drive to store. Et à votre droite, Samy Azouz, donc en charge des ventes directes chez Vectory. On présente rapidement cette société qui a aussi plusieurs métiers. Bonjour à tous. Donc Vectory a aujourd'hui pour objectif d'aider et d'accompagner les annonceurs pour générer du trafic dans leurs points de vente et également mesurer l'impact des points de vente et les performances. Donc avec un outil qui est plus analytique cette fois-ci. Dans les grands chiffres à retenir, peut-être Vectory a 5 ans et a réalisé une levée de fonds en fin d'année à 20 millions d'euros et a pour objectif aujourd'hui le développement international et le développement de ses produits également pour être plus performants. Alors Samy, vous allez garder le micro. Le thème de la table ronde, c'est Back to Business, parce que l'année 2018 a été une année un petit peu bousculée par l'introduction du RGPD. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, 2019, c'est l'année du retour aux affaires et que les questions juridiques sont derrière nous? Alors pour être très direct en termes de retour aux affaires, la réponse est plutôt oui, puisqu'on a retrouvé aujourd'hui des chiffres d'affaires similaires à ce qui s'était passé avant la mise en demeure. Donc c'est plutôt positif et il y a une confiance retrouvée du marché des annonceurs dans nos solutions. Maintenant, est-ce que le RGPD est derrière nous? J'ai envie de répondre oui en termes de conformité, puisque l'autorité de régulation aujourd'hui a confirmé et a validé la technologie de Vectory, aussi bien sur la partie collecte d'informations, consentement, suppression des data et traitement de la donnée. Maintenant, en termes de la RGPD, au quotidien, c'est quelque chose qui est toujours avec nous, qui est dans le cœur de l'ADN de Vectory. Et aujourd'hui, notre rôle en tant que leader du marché sur ces aspects-là est plutôt de pousser le marché vers le haut et c'est de travailler notamment avec différents partenaires et différents éditeurs pour essayer d'augmenter un maximum le respect de ces règles sur le marché pour pouvoir avoir un marché qui est plus sain et plus périn pour tout le monde. Jacques, même question. Est-ce qu'après un peu d'attentisme, j'imagine, l'année dernière, on peut dire qu'aujourd'hui le marché s'est stabilisé? D'attentisme, je dirais plutôt d'activisme, c'est-à-dire qu'on s'est tous mis en conformité. On a tous regardé nos DLP, on a tous regardé nos différentes bases, la façon d'exploiter les clients, ça nous a permis de remettre pas mal de choses en question. Cette phase-là, effectivement, maintenant, plutôt passée, on s'est adapté.
Mais on s'est adapté en gardant à l'esprit que la RGPD maintenant fait partie directement de nos, je dirais presque comme le design thinking, c'est privacy thinking, privacy first, directement dans le domaine. Donc ça en fait, c'est au quotidien, mais c'est dans les process. D'accord. Et du coup, maintenant, la priorité, c'est de faire des affaires, La déployer priorité, à grande c'est- échelle les solutions. La priorité, c'est le client. D'accord. En tout cas, les solutions de Drive to Store aujourd'hui sont déployées à grande échelle au sein du groupe. Oui, tout à fait. Très bien. Allemand, même question. Même question, même constat de mon voisin. C'est effectivement, ça fait partie des problématiques quotidiennes. Je pense que c'était nécessaire pour le marché aussi d'avoir ce petit passage, quelques rappels à l'ordre. On a été directement confrontés puisqu'on a choisi, nous, Vectory, à la suite d'un appel d'offres en novembre 2018. Et finalement, le partenariat a été démarré seulement au mois de mai. Donc voilà, on a subi de plein fouet toutes ces mises en demeure. On a été patient. On s'est équipé nous aussi sur tous ces sujets. On a un DPO maintenant comme tout groupe. Et puis maintenant, effectivement, c'est Le sujet de la rentrée, ça infuse dans l'organigramme et on le prend en compte au quotidien. Et aujourd'hui, la priorité, c'est l'investissement et le déploiement à grande échelle de ces solutions. C'est fait, c'est derrière nous et maintenant c'est vraiment une problématique vraiment client, respect des données et de conformité. Emmanuel, même question. Client first, désormais, les questions juridiques sont derrière nous. Alors oui, je vais reprendre un petit peu les propos de mes confrères, mais c'est vrai qu'on a passé quand même un certain nombre de mois à s'organiser, à avoir les bonnes certifications pour avoir un climat de transparence assez importante. Par contre, là où il y a quand même un petit biais, c'est que l'ensemble de ces... le fait d'être compliant nous prend beaucoup de temps, aux enseignes avec lesquelles on travaille. Donc c'est vrai que oui, business first, mais ça prend nécessairement du travail en amont et on sait qu'on ne va pas réussir à le rétrécir. Il va être à chaque fois qu'on va en parler à un nouveau client, il va falloir remettre et valider les process avec eux. Très bien, alors regardez le micro. Une question du coup qu'on peut se poser désormais, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour observer, influencer le comportement des mobinautes. Évidemment, tout passe par le smartphone. Alors oui, nous dans notre métier, ça passera évidemment par la mesure. Alors la mesure, on en parlera dans un second temps. Oui, mais là, alors, nous, c'est vrai qu'on observe le comportement par le biais de toutes nos solutions Web to Store, qui sont là pour envoyer les flux en point de vente. On observe aussi leur comportement en point de vente, aussi par rapport à leur mobile, parce qu'on a fabriqué des boîtiers qui vont analyser le comportement et le trafic magasin dans chaque retail. C'est aussi l'observation. Sur ce débat entre boîtier et géolocalisation GPS, votre position c'est plutôt boîtier? Alors on aime bien utiliser les deux, parce que les coordonnées GPS sont accessibles et vont donner un premier niveau d'information. Par contre, la partie boîtier va confirmer la présence effective et réelle d'un mobile dans le magasin et sera effectivement beaucoup plus précise. Donc, les deux travaillent ensemble. Alban, même question en termes de bonnes pratiques aujourd'hui pour observer et influencer les mobinautes, choix des technologies, quelles sont vos conclusions? Nous, on a eu une démarche vraiment mobile first. Ça, il n'y a pas de débat chez nous. Cette problématique du Drive to Store, elle passe par les smartphones. Donc, bien sûr, on va se couper d'une partie de la population. On a une population même qui est un petit peu vieillissante dans certaines de nos enseignes. Donc, il y a ce risque avec Mobile First de ne s'adresser qu'à une partie, mais on va quand même parler à 85% de nos clients. Ensuite, nous, cette démarche Drive to Store, elle est en priorité, c'est l'embasement de nos clients sur les applications des enseignes. Et ça, c'est la priorité. C'est connaître nos clients et être capable nous-mêmes de les adresser n'importe quand avec suffisamment de données. Donc, chaque utilisateur de nos applications est logué. Et ça, c'est vraiment la priorité pour nous, pour cette logique de Drive to Store, puisque chaque client va être associé à un magasin favori et on va bien sûr avoir accès à toute sa data transactionnelle et sa géolocalisation grâce au partenariat qu'on a avec Vectory. Donc ça nous permet, nous, sur nos clients,
de pouvoir entre guillemets, les suivre, les inciter à revenir en magasin. Ensuite, il y a un autre débat qui est la conquête de nouveaux clients. Et là, forcément, on doit passer par des médias, bien sûr les GAFA, hein, et là, c'est la même chose, hein. On va passer sur du mobile first, sur de la géotélévision. Ce qui fait foi chez nous, il y a tout ce qui est mesure de visite. Finalement, c'est de donner le coût à la visite, ça nous intéresse très très peu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le passage en caisse. Et c'est ça qui fait foi. Pour avoir cette donnée-là, il faut soit que le client soit logué, soit que le client présente, utilise des bons de réduction. Donc l'utilisation d'un code promo ou d'un coupon de réduction qui sera unique va nous permettre de mesurer le passage en caisse et non pas le passage en magasin. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour avoir l'idée de la volumétrie aujourd'hui d'utilisation de votre application, les Inomax par exemple? Alors, si on prend au global les quatre applis du groupe, et ça c'est une donnée qui est importante, on va parler d'environ 800 000 clients actifs. On ne parle pas de visiteurs uniques. Encore une fois, c'est une donnée qui ne nous intéresse pas. On parle de personnes qui utilisent leur application en caisse, soit pour présenter une offre, soit pour directement payer, ou soit pour ne plus faire la queue, puisqu'on a des fonctionnalités de self-scanning qui nous permettent de passer dans une caisse automatique sans avoir d'hôtesse. Ce qui nous permet d'être ouvert le dimanche après-midi ou le soir à midi. Et 800 000, c'est quelle proportion de votre clientèle? Alors on a, si je prends sur des hypermarchés type géant, on a certains magasins où on va couvrir 35% du chiffre d'affaires. D'accord, donc c'est un tiers du business qui est impacté par l'application. Sur l'enseigne géant, oui, c'est pas mal. D'accord. Jacques, même question pour les boutiques Orange. Quelles sont les bonnes pratiques pour observer, influencer le comportement des mobinotes? Est-ce que vous avez aussi une position sur ce débat entre GPS et boîtier? Oui, tout à fait. On a eu en fait un apprentissage. On a essayé diverses solutions en termes de Right to Store. On a commencé à faire de la mesure, à prendre les mesures que nous suggéraient, que nous donnaient les DSP à ce moment-là. On s'est aperçu que entre les différents fournisseurs, les résultats, les méthodes de calcul, les façons de créer l'échantillon, d'actifs et autres, pouvaient avoir des différences et entraîner des inconsistances en fait dans le suivi des différentes campagnes. Donc, première chose qu'on s'est dit, c'était peut-être mieux si on mesurait nous-mêmes ou si on faisait mesurer les campagnes pour avoir au niveau des différents fournisseurs, différents reach qui nous sont proposés en termes de mobile, une bonne façon de les évaluer, d'évaluer les résultats de façon unique. Pas dire, tiens, faut que je passe, parce que je suis passé par Victory ou par SKTRM ou par d'autres, par Timo, lui, il faut que j'enlève 15% parce qu'il a telle méthode, etc. Ça, c'est pas possible. Donc, le discours pour les boutiques, concrètement, au niveau du retail, on peut leur dire, il faut qu'ils aient des chiffres précis, fiables et constants. Première chose. Donc, pour nous, on s'est vite orienté vers la solution d'un tiers mesuré. Ensuite, dans le niveau de la méthode, on est en train de tester les boîtiers. On a de bons résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va dans une boutique Orange, on a deux façons, il y a deux choses que peut faire le client, soit découvrir les produits, et plus sur un mode showroom, soit effectivement acheter. Pas tout à fait la même problématique que nos confrères du retail pur. Donc on a deux façons de faire. Donc le mobile en lui-même n'est pas forcément fiable dans la détection de la personne. Il faut savoir qu'on s'est aperçu avec les boîtiers par exemple que seulement 50% des gens qui viennent dans nos boutiques ont un boîtier qui fait un beacon Wi-Fi. Ce qui n'est pas beaucoup en fait, parce que toutes les personnes qui viennent en boutique sont soit des clients, soit des prospects. C'est pas suffisant pour nous pour faire une mesure efficace. À partir de là, on s'oriente vers une solution qui est plus d'avoir un tiers mesureur avec des boîtiers en boutique pour l'ensemble du réseau. Samy, Victory est assez agnostique en matière de technologie, je crois. Ça serait quoi aujourd'hui les bonnes pratiques à mettre en avant en matière de Drive to Store justement? Alors, pour répondre à cette question-là, que je trouve très intéressante,
je remonterai à la base et j'apprécie le fait de parler d'observation avant d'influence. Je pense que c'est très important de comprendre les consommateurs, comprendre quelles sont les zones de chalandise d'un point de vente, comprendre la typologie des consommateurs pour adopter une offre. Et c'est vraiment les choses qui sont, à mon sens, au cœur d'une bonne activation média dans un premier temps, avant même de parler de mesures. C'est vraiment cette partie observation, suivi. Pour ça, on a besoin d'outils analytiques puissants pour pouvoir comprendre comment se comportent les points de vente. Une fois qu'on a ces informations-là, le second temps est effectivement à l'influence. Et à ce moment-là, trouver le bon message auprès du bon consommateur, proche de la bonne boutique, pour pouvoir être intéressant pour lui et pour pouvoir derrière capter son attention et avoir une influence sur son comportement. Et ces deux leviers s'appuient principalement sur des technos de géolocalisation GPS dans le smartphone. Exactement. Dans notre cas, en tout cas chez Vectory, on s'appuie beaucoup sur la data géolocalisée via les smartphones, de manière à avoir un reach et une audience qui soit suffisante et représentative pour pouvoir travailler. Et ensuite, également, on s'appuie derrière également sur des tiers mesureurs, comme c'est le cas sur notre campagne qu'on a lancée récemment avec Orange en septembre, où Smart Traffic derrière va pouvoir mesurer et acquiescer ou non sur les chiffres que nous on va pouvoir transmettre derrière sur les performances. Très bien. Alors, il y a cette question. Alors, on va revenir sur les questions de la mesure, mais juste une dernière question pour Samy. Du coup, selon les contextes, vous pouvez être activateur ou mesureur, vous travaillez avec d'autres sociétés dans un climat un peu de compétition. Alors, pour répondre à cette question-là, un nouveau mot, oui. C'est un mot très surprenant, mais non, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, notamment sur la partie analyse, puisqu'on collecte énormément de data. Nous, on a récemment lancé une nouvelle offre, notamment sur la partie mesure de l'affichage offline et de son impact. Donc, c'est des choses qu'on développe et effectivement, nous, on est là aussi pour se porter tiers mesureur sur le marché et proposer nos solutions, même si historiquement, on est plus connu pour notre partie activation. Du coup, alors juste avant de la du coup, l'initiative de la MMA qui est de lancer une certification avec la CESP, ça va dans le bon sens. Il y a quand même besoin de certifier, de mettre en place des modèles standards du marché. Aujourd'hui, ça me semble essentiel. Si on veut pouvoir comparer les différents acteurs entre eux et leurs performances, il faut quelqu'un qui puisse arbitrer. Voilà, sur cette typologie d'acteurs qui puissent certifier, nous, on est très volontaires dessus. Voilà, comme ça a été dit, on est volontaire pour passer cette certification d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on est vraiment moteur et on a envie de plus de transparence justement sur cette partie-là. Jacques, qui voulait réagir. Je voulais réagir pour ajouter simplement un point important pour Orange, je pense pour l'ensemble du retail, dans les bonnes pratiques de mesure. Le marché actuellement, Drive to Store, propose généralement des mesures en cours de une mesure en cours de campagne sur une campagne de 15 jours et des études une mesure après finale. Un des besoins qu'on a vraiment en tant qu'annonceur, c'est un pilotage aussi de la campagne. C'est-à-dire que même si je sais que c'est difficile par rapport aux échantillonnages, à l'analyse, à tout le flou qu'on met autour des données pour protéger, on va peut-être GDPR tout à l'heure, ça peut être difficile. On a vraiment un besoin de pouvoir piloter les campagnes. Si on pouvait le faire au jour le jour, boutique par boutique, et c'est pas quelque chose qui est encore vraiment présent dans les offres des fournisseurs. Vous voulez les résultats pendant la campagne. Exactement. Et non pas 15 jours plus tard. Oui, parce que 15 jours plus tard, c'est trop tard. Et ce besoin de certification, donc ça va dans votre sens. Hein, Tout à fait. Très bien. Alban, également, même question. Cette question de la mesure, des modèles d'attribution, c'est aussi une vraie urgence pour le marché de Drive to Store. Après, je le répète, on est très pragmatique et on se concentre sur le business direct avec la mesure du passage en caisse. Donc c'est vous qui mesurez, dans le fond. Tout à fait. Donc nous, on calcule directement un coût par passage en caisse. Et du coup, par visite ou tous ces sujets d'attribution, on les récupère, hein, mais on ne se focalise pas du tout là-dessus. D'accord. Après, vous pouvez peut-être vous poser la question d'où vient la visite, quel est le partenaire qui vous a généré ces visites. Oui, tout à fait. Après, on a tendance à plutôt faire des tests avec un seul partenaire à la fois pour ne pas mélanger, effectivement, pour mieux isoler tous ces impacts. Très bien. Emmanuel, la question de la mesure, c'est une question évidemment centrale. Il y a aussi la question des modèles d'attribution qui va se poser, notamment quand il y a plusieurs partenaires digitaux, voire des partenaires non digitaux qui vont entrer dans l'équation.
Bah, complètement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas analyser un levier juste comme ça, tout seul. Il faut l'analyser par d'autres. C'est pour ça que nous, on a mis en place un modèle d'attribution, de contribution même, qui nous permet d'analyser l'impact d'une campagne vectorie en direct, mais aussi parmi d'autres leviers digitaux, peut-être d'autres campagnes Drive to Store, ou alors des campagnes avec les GAFA. Et c'est ça l'intérêt. Parce que la complexité, c'est que les GAFA, ils couvrent quasiment toute la population française et ils pourraient revendiquer toute visite en point de vente en raison de leur reach. Alors évidemment, avec le volume qu'ils traitent, ça peut être un biais. Mais c'est pour ça qu'on a des modèles d'attribution qui sont simples, le first split, le last split, le linéaire. Et nous, on va vraiment dans l'attribution algorithmique qui va permettre de on va dire, compenser ces biais-là pour dire au niveau local, c'est peut-être une campagne Drive to Store qui a fait le petit coup de pouce qui a fait que ça a transformé en point de vente. Par contre, je suis complètement d'accord que, en effet, pour nous, c'est pas le but ultime, c'est pas la visite, c'est pas le calcul de la visite dans l'attribution, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fonction du panier moyen, en fonction de la publicité, le panier acheté peut être différent, et c'est vraiment ça qu'il faut calculer. Et c'est une demande très héroïste, très perf. Dans le digital, par exemple, on achète des clics, on achète des impressions, on n'exige pas forcément du partenaire média qui s'engage sur une hausse du chiffre d'affaires. Je vais juste sur nous, sur tous nos. Pas sur TF1. Justement, c'est le débat et c'est la grosse transformation à laquelle on assiste, c'est que jusqu'à présent, nous, on utilisait beaucoup du offline, hein, donc, de la télé, de la radio, et puis les fameux prospectus en boîte aux lettres, qui n'ont aucune mesure d'attribution, aucune mesure de rentabilité. Et c'est toute la magie du digital. Et si on est en conquête de clients, par exemple, on va énormément de leviers, ça va de l'achat de base SMS, de l'achat de base email, et jusqu'aux tous les leviers de display. On va être capable de mesurer précisément effectivement les paniers moyens et le coût par passage en caisse. Donc, par exemple, on fait quasiment plus d'achat de base email parce qu'on était sur des coûts par passage en caisse supérieurs à 80 €. Sur du SMS, en fonction de la taille de la base, sur du SMS, on va être entre 6 et entre 6. Ouais, ce sont des données confidentielles, donc on a coupé les micros. Non, mais j'aime bien donner des chiffres, c'est important aussi pour le marché, il n'y a pas de langue de bois. Je le redis, mais sur l'email, on est dépassé largement. Donc en dizaines d'euros et sur les leviers de SMS, on est entre 6 et 10 € par passage en caisse. D'accord. Et ensuite, sur des leviers type display, ça peut être aussi à travers du GAFA, des acteurs comme Vectory. Là, aujourd'hui, tout va dépendre de la data qu'on va être capable d'injecter dans ces leviers-là. Pour mieux cibler les mobinotes. Mais là, tout va dépendre. Si on est capable, comme on le fait avec Vectory, d'aller mettre en repoussoir tous les IDFA des clients géants casino, on a déjà en base, parce que ça va nous permettre de cibler précisément sur un bassin de 20 km d'un magasin, c'est de la vraie conquête, et on va exclure tous les gens qui veulent les Et là, le coût d'acquisition d'un client d'un concurrent. Et là, on est inférieur à 20 €. D'accord. Est-ce qu'il vous paraît compétitif en coût d'acquisition? Jacques, même question si on parle un petit peu chiffres. C'est rentable ces leviers et comment vous mesurez la performance par rapport à d'autres médias sur lesquels vous pouvez également investir? Alors, c'est rentable, oui, c'est toujours plus efficace. Malheureusement, dans notre société, je ne peux pas donner de chiffres là-dessus. Mais on est inférieur effectivement au canal traditionnel. La problématique, en fait, on en a parlé, c'est vraiment la multi-attribution derrière. C'est de savoir, quand on a, ne serait-ce qu'au niveau de Drive to Store, déjà la multi-attribution entre les différents leviers qu'on va utiliser, plus quand on rajoute l'affichage, quand on rajoute les médias classiques, là, ça devient très compliqué. Il y a plein de biais. Maintenant, on arrive à mesurer des choses précises. Et au pire, à la fin, on a le ticket de caisse. Après, tout l'enjeu est de savoir quelle est la part qui a été donnée par Drive to Store. Quelle est la part qui a été donnée par 4.3,
Mais c'est pas un peu injuste de juger un média sur sa capacité à attirer dans vos points de vente, et quelque part, s'il n'y a pas de transformation, c'est aussi la responsabilité de vos vendeurs ou de l'offre produit. S'il n'y a pas de stock, par exemple, c'est pas la responsabilité du média. La responsabilité de la non-présence d'un client en boutique, ou de la non-venue d'un client en boutique, c'est plutôt une problématique de com aussi, quand même. D'abord. Après, chacun son métier. Les ventes optimisent leurs ventes, les communicants optimisent leur communication, les marketeurs optimisent leur offre. Chacun fait pour le mieux dans le sens du client. Il n'est pas... c'est pas injuste. L'attribution, en fait, c'est une histoire qui est racontée par le directeur marketing. C'est lui qui choisit de dire, bon, tiens, moi, les clients, principalement, ils viennent, je veux qu'ils soient contactés d'abord par de l'affichage, puis après par de la télé, avec du branding, et ensuite qu'on finisse le parcours client avec du drive to store. C'est dans les résultats, et c'est dans l'analyse de résultats stratégiques qui est le point. C'est pas tellement l'injustice qu'on peut avoir à privilégier tel ou tel média. Ce qui est important, c'est de mesurer derrière le plus possible l'efficacité de chacun de ces choix qui a été fait. Samy, même question. Donc le drive to store aujourd'hui, c'est quoi vraiment les KPI qui s'imposent? On parlait de visite incrémentale, on parle aussi tout simplement de vente. Il y a un switch du marché en ce moment, ou les deux vont cohabiter en fonction des problématiques des uns des autres? Alors aujourd'hui, la tendance et l'objectif est clairement d'aller vers la mesure, le chiffre d'affaires directement en magasin, puisque c'est l'objectif final. C'est une chose qu'on développe beaucoup avec le groupe Casino, notamment pour tout ce qui est partie industrielle, avec cette capacité aujourd'hui pour des marques d'annoncer et d'être capable de voir s'il y a des sorties de caisse directement en point de vente, et ça c'est vraiment l'objectif final. Ça veut dire qu'il y a un deuxième drive to store qui est en train de se développer. Il y a un drive to store pour les retailers et il y a aussi un drive to store vendu par les retailers pour les marques. Exactement. Aujourd'hui, notre volonté, c'est d'être capable de lier des investissements médias qui sont pour des marques pour générer du trafic en point de vente. Mais vous vous rendez bien compte, le souci pour ces marques-là, c'est que pour un Unilever ou un Procter d'aller générer du trafic chez Casino, derrière, si on n'a pas la capacité de mesurer si la vente a été attribuée à un de leurs produits, c'est compliqué. C'est un peu, on va dire, c'est du pari à l'aveugle. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être entouré d'un maximum de grands retailers et de pouvoir être capable demain de sortir une offre qui couvrira un maximum du marché pour pouvoir donner justement l'impact des gens pour chacun de ces marques. Et du coup, le retailer qui jusqu'à présent achetait de l'espace va du coup en vendre. Je passerai à la parole à Allemand qui pourra bien expliquer tout à l'heure, mais effectivement, aujourd'hui, très clairement, le retailer, dans le cadre d'une application comme MaxIT, est un canal d'audience, et forcément là où il y a de l'audience, il y a du média, et devient très intéressant puisque c'est le dernier point de contact avant l'acte d'achat. Donc je vais laisser Alban. Alors juste demander à Jacques avant qui est sur le chemin du micro, enfin il n'y a plus de micro de toute façon. Jacques, du coup, le drive to store, ça vous coûtait de l'argent, maintenant ça va peut-être aussi vous en rapporter. C'est une bonne nouvelle. Peut-être pas. Le fait d'avoir de faire venir des clients en magasin, oui, effectivement, ça a de la valeur, et pas seulement pour la création de clients, mais effectivement dans le trafic qui est généré, dans les associations qu'on peut avoir avec des fournisseurs, ou dans la présentation des vitrines ou autre, on a vraiment une volonté au niveau de la direction technophysique de transformer les magasins en médias. Mais pareil que pour le drive to store, il faut commencer par mesurer l'efficacité avant de mettre des choses en place. On ne peut pas aller voir un Samsung ou un Huawei en leur disant tiens, prends ma place, elle est belle, et puis ça coûtera tant. On a fait ça pendant 50 ans. Ça, il faut demander à mon collègue de la distribution, dont je viens également. Mais c'est effectivement, voilà, maintenant on est à l'ère du digital, on est à l'ère des chiffres, et les annonceurs, avant d'investir un centime, comme nous on le fait dans le Drive to Store, ont besoin de savoir quelle est la puissance qu'on va leur proposer, quelle est l'efficacité réelle de ce qu'on va leur proposer, avec tous les moyens les plus précis possibles. Et s'il faut aller jusqu'au bâtonnage, on bâtonnera, mais pour mesurer. Maintenant, le bâtonnage moderne, c'est les boîtiers, c'est des systèmes de mesure physique de déplacement en magasin, c'est des choses comme ça qui permettent, sans contrainte pour le client, en respectant sa privacité, bien sûr, d'améliorer à la fois d'améliorer l'expérience client
et de donner de la valeur à cette expérience. Allemand, vous le disiez, du coup, des applications de retail comme Casino Max deviennent littéralement des médias. À partir du moment où on atteint un reach, comme tout à l'heure, on propose à un annonceur de toucher 800 000 clients avec la possibilité de mesurer l'impact, pareil que le média, de ce reach. On n'a rien inventé, c'est quelque chose effectivement qu'on fait depuis des années, quand on parle de tête de gondole en magasin. Oui, c'est ce qu'on appelait du trade marketing. Exactement, c'est le trade marketing. Mais ce qu'a apporté le digital, c'est l'immédiateté, le ciblage et la mesure. Donc ça, c'est effectivement ce qui nous transforme en média digital, avec la possibilité de faire de l'A/B testing et d'aller mesurer le lift. Et avec une granularité dans les datas que quasiment aucun autre acteur n'a, parce que vous êtes capable de dire si je préfère l'eau minérale plate ou gazeuse et quelle marque j'achète. Et ça, les GAFA, jusqu'à présent, ils n'ont pas cette information. Ils ont de l'intention. Nous, on a du transactionnel, on a de l'achat. Et donc, c'est la vraie force qu'on a, c'est encore une fois le ciblage, d'aller pousser une offre à une certaine population. Emmanuel, donc il y a une mutation du marché du drive-to-store aujourd'hui, avec ce rôle des retailers qui se complexifie. Oui, complètement. Alors, entre les marques et les retailers, on l'a déjà observé depuis 2012 sur tous les outils web-to-store. On a commencé à déployer du click and collect pour une enseigne, et est venu par la suite du click and collect pour les marques. On se rend bien compte que ces marques veulent se rapprocher de ce matin final, et il y a de plus en plus de liens qui se croisent. Et après, on pourrait imaginer complètement avec la techno aujourd'hui, un partenariat, j'imagine qu'il y en a déjà, mais entre un Apple et un Orange, que Apple une union fruitière. Exactement, achète de la publicité, et en effet, le GPS va donner certainement une première information sur l'approche du magasin, mais c'est la box qui est dans la TG, qui est dans la zone Apple, qui va confirmer en effet la visite, et un ticket de caisse qui va nous permettre de savoir si effectivement on a poussé l'iPhone 11 et qu'au final on a acheté un iPhone 10, mais malgré tout, même si ce n'est pas pile en face, c'est le c'est le procès, c'est quelque chose de très proche. Par aussi les acteurs américains, on voit que les acteurs français sont très très en avance sur ces questions. On a l'impression qu'on a peut-être l'opportunité de créer un écosystème en France autour du drive-to-store qui pourrait avoir des ambitions bien au-delà des frontières. Complètement, non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on marque. Nous, on a une filiale aux US à Chicago, et on se rend compte que ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, c'est exactement les mêmes problématiques qu'ils ont. Alors évidemment, à une échelle complètement autre, les retailers sont quasiment moins bien organisés chez eux que chez nous. La France est en avance sur les US sur ces questions. Notamment sur la partie gestion des stocks. Donc on est vraiment capable de réconcilier beaucoup plus finement. Je pousse une pub vers un magasin parce que je sais qu'il y a un stock. On est en effet sur la partie France en avance, en tout cas de mon point de vue. Allemand, le groupe Casino a une empreinte mondiale. Quel est le regard sur ce qui est fait en France? On a une empreinte très forte en Amérique latine. Vas-y. Et ensuite, pour revenir au GAFA, on n'est pas en confrontation avec eux. Ce sont nos alliés, et pour moi aujourd'hui, ils sont inévitables. On est le 19 septembre. Comme chaque fin de quarter, on est en retard sur nos objectifs. Donc il faut répondre à la demande des magasins de dire trouver des moyens pour générer un afflux de trafic. Faites revenir des clients qui viennent déjà, mais on aimerait qu'ils viennent plus. Amenez-nous des clients qu'on ne voit plus. Amenez-nous des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas. Moi, pour répondre à toutes ces questions, je n'ai pas de possibilité que d'aller travailler avec des audiences massives, géolocalisées et globales. Donc on travaille très étroitement avec eux. Jacques, en tout cas, en France, on est plutôt en avance sur ces questions. Je ne sais pas si on est en avance, je sais que pour moi on n'est pas en retard. On n'est pas en retard et on s'approche des standards avec des présentations qui sont faites.
normalement, sur la collaboration effectivement, avec les GAFA, ce sont des acteurs incontournables. Effectivement, on travaille avec eux, ni plus ni moins avec toute solution qu'on pourrait trouver pour avoir des trafics en magasin. Samy, Vectory a une ambition internationale, hein, donc ça veut dire qu'on est plutôt bien placé sur notre marché national par rapport à d'autres marchés. On est aujourd'hui plutôt bien positionné, on n'est pas en retard sur le marché, et ça a été notamment la résultante de notre levée de fonds en fin d'année dernière qui a pour objectif un développement à l'international. Donc ça montre bien qu'il y a une confiance globale du marché sur les acteurs français pour être capable d'aller challenger au niveau mondial ces différents pays avec une offre qui soit compétitive et performante. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre axe de développement et c'est ce qui va être annoncé sans teasing dans les prochains jours et mois à venir. Donc oui, on y croit en tout cas très fort de notre côté et on est soutenu par le marché. Je vais vous demander à tous les quatre un hashtag de conclusion. Emmanuel, ça serait quoi le hashtag de Smart Traffic? Transparence et performance. C'est bien, ça rentre, il y a 140 caractères. Ben voilà. Transparence et performance. Tout à fait. Transparence parce que de plus en plus les enseignes et les annonceurs sont obligés d'être transparents évidemment avec le client final. Et performance parce que c'est notre métier et on est obligé de passer par là pour s'améliorer toujours en continu. Alban, un hashtag de conclusion? Mesure. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a fait beaucoup de tests, tout le monde se pose énormément de questions. Il y a énormément de leviers qui s'approprient le terme Drive to Store. C'est vraiment un buzzword qui est assez agaçant, mais finalement, si on remet tous les acteurs au même niveau et qu'on se focalise sur la mesure qu'on passe à l'encaisse, on fait vite le tri et si on est pragmatique, comme c'est le cas dans le groupe Casino, la feuille de route, elle est très très claire. Très bien. Jacques, également un hashtag de conclusion pour Orange. Digital. Digital. La capacité du retail, la transformation actuelle du retail aux méthodes qui sont inspirées de l'univers du web depuis plusieurs années, peut-être pas décennies maintenant, au niveau du web. C'est quelque chose qui arrive maintenant depuis quelques années, mais peut-être chez nous maintenant, sur le physique, avec les mêmes exigences en termes de rapidité, en termes d'instantanéité et de fiabilité. On n'est plus à l'ère du catalogue, même si on fait toujours, malheureusement pour la planète. On le dématérialise dans les applications. On dématérialise dans les applications, mais au-delà de ça, on a des moyens maintenant identiques à ceux d'un tag JavaScript GA dans une page ou pour mesurer les visites en magasin, pour les comprendre, pour les segmenter. Et on est vraiment vers ce type de transformation. En tout cas, celle qu'on a connue sur la publicité ou la multiplication il y a 20 ans. Très bien. Samy, également un hashtag qui sera votre conclusion. Moi, je vais donner le mot Back to Business. Back to Business. Voilà, pour conclure cette session table ronde de Back to Business. Pourquoi? Parce que voilà, notre secteur a pris comme un coup d'arrêt sur les derniers mois. Aujourd'hui, c'est reparti. Et j'apprécie le fait de parler de mesures de performance, de sujets qui sont vraiment liés aux campagnes opérationnelles pour le développement de ce secteur-là. Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur ce sujet-là, même si on n'oublie pas le côté RGPD qui nous a dit. On rappelle que la CNIL a autorisé toutes ces pratiques. Donc, désormais, effectivement, place aux affaires. Merci en tout cas à tous les quatre. On peut les applaudir. Peut-être qu'on est resté à 6 minutes. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle ou des questions sans micro? On pourra aussi les poser tout à l'heure devant un café et des chouquettes. Alors, si vous avez un smartphone, je vous invite à flasher ce QR code où il y a un petit questionnaire. Donc, vous tendez votre appareil photo sur l'écran. Normalement, il devrait afficher un lien vers un formulaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui ont des iPhones, normalement, c'est automatique sur Android. Je pense installer Google Lens. N'hésitez pas à le faire. On aura votre retour quali. C'est toujours important. Je vous redonne, les 3 dates, je les redonne les prochaines dates. Donc c'est dès mardi prochain, rendez-vous à la Paris Retail Week de 11h30 à 13h30 pour 3 tables rondes consacrées à nouveau au Drive to Store avec des chiffres exclusifs de l'étude qui a été faite avec Médiamétrie. Une table ronde sur le paiement et une table ronde sur les nouveaux outils CRM. Nous aurons à nouveau l'occasion d'entendre Pierre Casino.
Le 4 octobre, un petit déjeuner sur la mobile application et l'univers de la performance applicative. Et, Emeline l'avait déjà évoqué, le 5 décembre prochain, le Mobile Marketing Forum. Vous pouvez suivre l'actualité de l'association sur les sites web emf.fr, sur le blog mobilemarketing.fr et les réseaux sociaux. Et un immense merci évidemment à Verizon Media qui nous a accueillis ce matin. Merci Jérôme. Et à Vectory qui nous a accompagnés sur ce petit déjeuner. N'hésitez pas à aller les rencontrer pour découvrir leurs solutions. Merci à vous et n'hésitez pas à reprendre un petit café des chouquettes. Merci.